Allez, on va démarrer le temps que nos derniers invités nous rejoignent et s'installent. Place donc à la dernière table ronde de notre matinée, et pas des moindres, puisque l'on va développer ce sujet de la retraite par capitalisation. Alors, c'est un gros mot pour les uns, une solution ultime de pérennité de notre système de retraite pour les autres. Doit-on et comment intégrer une dose de capitalisation dans nos pensions de retraite? Et justement, tout le débat va porter aussi sur la proportion et la taille de cette dose. Et puis, quel type de fonds de pension? On va aussi parler de ce mot parfois un peu tabou pour gérer cela. Nos invités, nous sommes avec, à ma droite, Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes également avec Jean-Hervé Lorenzi. Merci d'être avec nous, Jean-Hervé, économiste, fondateur du Cercle des économistes. Et à ma gauche, Guillaume Meyer, directeur épargne et retraite entreprise de Groupama Ganvi. Merci d'être là. Et nous sommes également avec Ute Meyenberg, secrétaire national de la CFDT Cadre. Merci d'être avec nous et on excuse Agnès Verdier-Molinier, essayiste, directrice de la Fondation IFRAP, qui devait nous rejoindre et qui, malheureusement, pour des raisons personnelles, a un empêchement de dernière minute. Merci à vous quatre, en tout cas, d'être avec nous. Et on va... alors, on peut le dire, je crois qu'on a réuni autour de la table peut-être les meilleurs spécialistes qui vont nous régler le problème en 45 minutes. Qui est un sujet qu'on essaye pourtant de solutionner depuis de nombreuses décennies en France, et vous dire si on va vivre un moment historique. Donc merci de nous avoir rejoints et d'être restés avec nous. Guillaume Meyer, peut-être pour démarrer rapidement, on l'a vu, on l'a abordé d'ailleurs au cours de nos précédents échanges, on a un sujet effectivement démographique qui se traduit par une problématique économique pour la sauvegarde effectivement de notre système actuel de retraite. Cette idée qu'il peut y avoir finalement une autre voie, cette petite musique, comment est-ce que vous la voyez évoluer, comment vous la voyez monter depuis votre fenêtre, depuis ces dernières décennies justement? Ça commence quand même un peu à changer. Ça change, mais je vais rebondir sur ce que j'ai entendu ce matin. Je me dis que la table ronde, on aurait pu l'appeler plutôt que la fin d'un tabou, c'est pourquoi fait-elle toujours aussi peur? Quand on a des exemples comme auparavant, en fait, donc, de monsieur le sénateur qui dit que la retraite par capitalisation peut faire tout perdre à ses salariés, donc là il a la faillite Enron en tête, c'est quand même, à mon sens, une assez profonde méconnaissance du système de retraite par capitalisation en France. Donc je trouve que c'est un peu dommage effectivement qu'on véhicule toujours ce genre de peur. Et il y a peut-être un terme aussi sur le vocabulaire. On parle de retraite par capitalisation. Le capital en France en fait toujours peur. On pense au grand capital un peu fonds vautours. Les fonds de pension, on pense à la veuve d'Atlanta. Les dispositifs d'épargne retraite en France, on est très très loin quand même en fait de ces choses-là. Et donc il faut faire beaucoup de pédagogie. Et puis après, pour répondre plus sur votre question, la fin d'un tabou, oui, mais en fait, plus qu'un tabou, la retraite par capitalisation est relativement timide encore en France aujourd'hui. Madame la députée l'a rappelé tout à l'heure, la retraite en France est 340 milliards d'euros par an, donc de prestations et donc de cotisations en face. La retraite par capi derrière, c'est 20 milliards. C'est 20 milliards seulement, donc 6% des cotisations globales qui sont sur la capi. Et sur les retraites, c'est que 2%. Donc on est vraiment sur un marché qui est en train de se constituer au fur et à mesure, à condition effectivement qu'on arrive bien à donner toute la pédagogie qui va bien autour de ces sujets-là et d'annuler les peurs qui sont dans l'ADN de beaucoup de Français sur ces sujets-là. Jean-Hervé Lorenzi, est-ce que ce sujet de la retraite par capitalisation, alors on parlera plus tard des modalités, des proportions, des dispositifs, mais ça fait effectivement longtemps qu'on en parle. Est-ce qu'il apparaît justement à vos yeux comme une piste intéressante, une solution crédible finalement dans cette recherche de pérennisation de notre système de retraite? Alors peut-être deux remarques préliminaires. Malheureusement, je n'étais pas là au début de la session, mais comme je représente la chaire TDTE, je voudrais juste donner deux chiffres que nous avons fait, puisqu'on a une bonne modélisation. Je peux dire ça parce que je ne sais pas si Gilbert Sett est encore là, mais on a une bonne modélisation et lui en a une encore meilleure, mais c'est pas mal. Et donc nos chiffres reviennent simplement à dire que demain matin, c'est-à-dire en 2030, pour nous, le coût de vieillissement, alors dans le vieillissement, je rajoute la dépendance, c'est 2030, donc demain matin, c'est 50 milliards de plus, donc 30 milliards de retraite. Et on avait fait les calculs, et ça rejoint la question que tu poses, on avait fait les calculs de la baisse, si on voulait rester à 14% et pas dépasser pour le pourcentage de retraite, en 2050, on arrivait à une baisse de 20% du niveau des retraites. Enfin, c'est pas très difficile comme calcul. 2030, je crois que c'est 3 ou 4%. Alors, sur maintenant la question proprement dite,
Cher Guillaume, j'ai passé toute une partie de ma jeunesse, des soirées entières, sur des débats absolument débiles sur répartition, capitalisation. Personne en France n'a jamais remis en cause la répartition. Et quant à la capitalisation, j'ai fait partie d'un groupe pour la Fédération d'assurance, il y a 10 ans de ça, qui a réfléchi à la manière dont on pouvait allonger un peu l'assurance vie et tout ça. Tous les assureurs disaient c'est pas possible, les Français ne veulent pas, c'est comme ça, c'est quand même compliqué. Alors on avait trouvé une histoire formidable qu'il faut rappeler parce que c'est une histoire à la française incroyable, qui est l'histoire du Fonds de réserve des retraites. Tu m'autorises à en dire un mot? Je vous en prie, Hervé. Oui, mais moi je tutoie. Et je les tutoie. On se tutoiera hors scène. On est au Conseil des économiques. C'est il y a, sous Jospin. Il y a un garçon qui était, je pense au départ, un administrateur de l'INSEE, qui s'appelle Olivier Davanne et qui sort l'expérience canadienne d'un fonds de capitalisation collectif. Donc, on sort de la guerre de religion sur l'individualisme supposé des fonds de pension et on règle le sujet, on arrive à capitaliser sur l'idée assez simple qu'on va pouvoir compenser les pertes des niveaux des retraites, puisque comme le nombre des retraites augmente, de retraités, il va y avoir un problème. Cette idée est top. On fait des calculs. À l'époque, je me souviens que moi je travaillais pas mal avec Olivier Davanne, on avait un calcul qui était très excessif, qui montrait qu'il fallait en tout cas plusieurs centaines de milliards. Je préfère être imprécis sur les chiffres, encore qu'on peut en donner au moins un, qu'après l'achat à rare prix. Et pour faire limiter ces baisses de rémunération des retraités, donc compenser ce que Guillaume a en tête, à juste titre, l'idée c'était simplement qu'on le faisait à titre collectif et qu'à ce moment-là, il n'y avait plus cette idée que c'était du tabou ou du suspect, ce first suspect. Et donc c'est lancé. Le fonds de réserve des retraites, donc plusieurs centaines de milliards pour que ça marche. Là-dessus, comme vous le savez aujourd'hui, le fonds de réserve de retraite est à 20 milliards. Il a été prélevé, alors l'idée c'était que c'était abondé par les recettes des privatisations, ce qui était un peu curieux de la part de Jospin. Enfin bon, c'était comme ça, la vie n'est toujours structurée. Et ça n'a jamais eu lieu parce que c'est en réalité... j'allais dire, prélevé par des besoins d'urgence. L'idée que moi j'en ai, pour ça que je suis pour la capitalisation pour compenser, c'est évidemment pas contre la répartition, ce qui est stupide, c'est fondamental pour la société française, c'est soit de permettre à ce que les abondements se fassent de manière privée, mais il faut pour ça une garantie de l'État, d'un minimum mais on le fait bien sur l'assurance vie. Donc je ne vois pas pourquoi ce qu'on fait pour l'assurance vie ne pourrait pas fonctionner, sauf qu'à ce moment-là, il y a un engagement de rester tout au long de sa carrière. Donc il y a la caractéristique du fonds de pension. Ou, deuxième aspect, c'est qu'il y ait un prélèvement sur le niveau de ce que les Français mettent sur l'ensemble de leurs prestations sociales, les 33%, je crois, mais je parle sous votre contrôle. Il y a peut-être, on pourrait prendre, on a fait les calculs, 1 ou 2% qui seraient dédiés à ce fonds de retraite. Ça aurait deux atouts majeurs. Le premier, c'est qu'on sorte de ce débat. Évidemment que la capitalisation a un côté très satisfaisant parce que le rendement est plus favorable sur la période longue. Un inconvénient, c'est que c'est perçu, or c'est contenu, mais bon, il y a des tas de moyens de permettre aux gens d'en sortir si le besoin s'en fait sentir. Et deuxième sujet, c'est simplement qu'il faut trouver des montants qui sont suffisants. Et pour arriver à trouver des montants suffisants, il y a 2000, je sais plus, en assurance vie, 2000 milliards d'euros. J'imagine que si on trouvait ce que nous, on avait mis comme chiffre, 300 milliards, étalé sur plusieurs années, on devrait pouvoir commencer à trouver quelque chose de satisfaisant. Et je trouve que c'est un beau projet pour la France. Donc, je suis pour la renaissance du FRR. C'est pas beau de la part d'un vieux?
Merci Jean-Hervé. Effectivement, on y reviendra sur ce sujet, mais ça fait effectivement partie des options. En tout cas, on voit à quel point on a peut-être cette réflexion qui est très avancée en matière de démocratisation, d'avoir un niveau d'investissement et de prélèvement supplémentaire, enfin de capitalisation pardon, supplémentaire. Un mot, Ute Meyenberg, sur ce sujet également. Jean-Hervé l'évoquait à l'instant à travers le FRR, mais la capitalisation, même si on n'aime pas forcément utiliser ce mot, qui fait effectivement parfois un peu peur, d'une certaine manière, dans certains cas, c'est déjà une réalité. Quelle est la position aujourd'hui finalement de la CFDT, votre regard effectivement sur cette capacité, quand on prépare sa retraite, d'avoir effectivement ce niveau supplémentaire de préparation un peu plus personnel, ou qui peut être d'ailleurs collectif, ça fera aussi partie de nos débats? Oui, alors, la fin d'un tabou. Disons, nous, on n'appelle pas ça retraite par capitalisation, mais partage de la valeur. Et on a un petit peu scindé le problème en deux. On a d'un côté les personnes qui réfléchissent sur les retraites et d'autres avec les... Oui. Enfin, les choses que vous connaissez. Et d'autre part, donc, partage de la valeur qu'on trouve très bien. Et donc, on est très, très favorable à ce partage de la valeur, à condition que ça ne remplace pas des augmentations de salaire. Et quand on parle de salaire, je pense qu'on parle aussi retraite et cotisation. Donc, ce n'est pas mutuellement exclusif. Donc, on voudrait à la fois avoir un bon partage de la valeur qui inclut également des PER. Et d'ailleurs, ça s'est développé de plus en plus. Ce partage de la valeur avec l'ANI 2023. Et d'un autre côté, donc, on a des positions sur les retraites avec les problématiques des femmes, de la pénibilité qui ne sont pas toujours résolues et qu'on espère quand même améliorer avec le gouvernement actuel. Effectivement, et on reparlera notamment du rôle des partenaires sociaux effectivement dans cette démarche et dans cette réflexion. Dorothée Rouzet, je ne vais pas vous demander si vous êtes pour ou si vous êtes contre et à quel niveau vous souhaitez avoir, parce que vous n'allez pas me répondre, avoir un niveau de capitalisation dans la part des retraites. En revanche, vous avez des études, vous avez mené vous des études, des observations qui sont très intéressantes et qui arrivent finalement à une sorte de conclusion qui nous explique quand même que oui, c'est intéressant, mais attention, la capitalisation ne réglera pas tout et peut, même si on transitionne vers un schéma quasiment à 100% de capitalisation, créer beaucoup plus d'inégalités qu'on en connaît actuellement avec le système par répartition. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu effectivement ces quelques données-là et ce discours-là que vous portez à la DGT ? Oui, alors d'abord, on n'a pas fait des études très poussées sur le sujet, mais peut-être on peut parler un peu des mécanismes économiques. C'est vrai qu'il y a un peu deux manières d'aborder le sujet. Alors, au-delà de la terminologie, capitalisation, ça fait peur, épargne retraite, ça fait pas peur. Bon, c'est quand même un peu la même chose, mais peut-être quand on se pose la question, on peut se poser la question de si on partait d'une feuille blanche, est-ce qu'on voudrait plutôt un régime par capitalisation aujourd'hui ? Et on peut se poser la question de partant de là où on est, est-ce qu'on pourrait transitionner vers un peu beaucoup plus de capitalisation. Sur le premier point, en fait, la question, c'est un peu comparer à la fois quel est le rendement des deux régimes et quels sont les risques associés en termes d'exposition au choc et notamment au choc démographique. Et c'est peut-être un petit peu moins simple qu'il n'y paraît. Alors on a tendance à dire la capitalisation, ça rapporte plus. Bon, le rendement d'un régime par capitalisation, ça va être, si on schématise, le taux d'intérêt. Le rendement d'un régime par répartition, ça va dépendre de la croissance de la population et la croissance de la productivité, et ça va être la somme des deux. Donc effectivement, on est dans un monde où la croissance de la population ralentit, la démographie devient défavorable, la croissance de la productivité ralentit aussi, et tout ça nous crée des problèmes sur l'équilibre du régime de retraite par répartition. Ça ne veut pas forcément dire qu'un régime par capitalisation est exempt de tout risque par rapport notamment à la démographie, ne serait-ce que parce que le taux d'intérêt c'est influencé par beaucoup de choses. Et notamment par le vieillissement de la population. Alors il y a différents... donc quand on regarde la littérature académique, on dit quel est l'effet du vieillissement de la population sur les deux types de régimes. Sur le régime par répartition, bon, il y a un effet très clair, moins de fécondité, moins de croissance de la population, ça nous fait une base cotisante qui augmente moins vite par rapport au nombre de retraités. Là, l'effet est assez clair. Sur la productivité, c'est assez ambigu. On a un peu généralement l'intuition que le vieillissement de la population est mauvais pour la productivité. En fait, quand on regarde les études empiriques, c'est pas si clair, c'est assez ambigu, il y a des effets dans les deux sens, donc c'est pas si simple. Du côté de la capitalisation, en fait, quel est l'effet du vieillissement de la population ?
On a aussi un certain nombre d'études qui montrent que ça a tendance plutôt à faire baisser alors ce qu'on appelle le taux d'intérêt naturel, c'est un peu le taux d'intérêt de long terme, et donc peut-être que le rendement supérieur des régimes qu'on a connus dans des périodes de démographie favorable, en fait, ne va pas forcément se reproduire dans des périodes de démographie moins favorables. Et inversement, l'augmentation de l'espérance de vie crée un risque sur ces régimes, alors qu'il peut être selon que on solde son régime sous forme de rente ou sous forme de capital, qui peut être porté par l'épargnant lui-même ou par le régime, mais l'allongement de l'espérance de vie crée un risque puisqu'il va falloir épargner plus et on ne sait pas forcément pour combien de temps pour assurer son niveau de vie par la suite. Donc tout ça pour dire, je dirais, sur la feuille blanche, il faut réfléchir un peu aux différents paramètres qui affectent quel régime est théoriquement supérieur à l'autre, et ce n'est pas forcément évident que ce qu'on a connu sur les dernières décennies va forcément se reproduire. Et ensuite, sur la question de la transition d'un régime à l'autre, c'est encore une autre question sur laquelle on pourra revenir. Jean-Hervé, je voyais faire un peu la moue sur les derniers chiffres donnés par Dorothée. Votre regard est... J'admire le talent de Dorothée pour, elle ne répond pas à la question capitalisation de sous, et elle explique à quel point c'est compliqué. Donc c'est vraiment le trésor avec tout son talent. Moi, je crois quand même que... J'avais prévenu que je ne dirais pas il faut ou il ne faut pas. Voilà, non, mais c'est évident. Et on s'y est tenu. Et bravo. Je crois quand même que à ce moment-là, on peut le dire aussi pour l'assurance vie, on peut le dire. Tout dépend des conditions dans lesquelles on accepte finalement un régime de fonds de pension si il a un gros avantage fiscal à l'entrée. Je veux dire, enfin, il y a quand même, disons qu'en gros, on peut dire que même si j'admire la capacité d'être très nuancé, en gros, s'il y a une bonne fiscalité sur un régime finalement d'épargne de long terme, plus ou moins obligatoire, enfin plus ou moins contraint, vraisemblablement, et ce sera au-dessus du niveau. Nos gains de productivité, comme vous le savez mieux que moi, sont quand même pas top, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quant à notre démographie, vous la connaissez pas mieux que moi d'ailleurs, je la connais bien. Donc tout ça pour dire qu'on peut quand même pencher sur l'idée que ce serait une bonne solution, parce que le problème que nous avons, nous, c'est on a l'assurance vie, on a maintenant des régimes qui marchent bien, d'ailleurs d'épargne retraite. J'ai bien aimé d'ailleurs la formule, après il ne faut surtout pas dire capitalisation, il faut dire épargne retraite, c'est la même chose, mais on a tout ça. Donc la question n'est plus tellement de savoir s'il faut le faire ou pas le faire, elle est double, la question, quelle est l'ampleur du sujet. Est-ce qu'il faut il est hors de question de remettre en cause la répartition. Je veux dire, c'est pas même imaginable. Et deuxième aspect, est-ce que cette idée, je reviens parce que moi je défends mordicus la renaissance du FRR, est-ce qu'on ne peut pas trouver un dispositif assez malin qui aurait cet avantage en plus, qui est quand même porteur de la répartition. La répartition, c'est la solidarité. Et la capitalisation, dans l'esprit, c'est l'individualisme. C'est comme ça. C'est vrai, d'ailleurs. Et bien là, on trouve le meilleur des deux. C'est quand même pas si mal que ça. Guillaume Meyer, une petite réaction effectivement à ce qui vient d'être dit à l'instant et par Dorothée et par Jean-Hervé, cette logique de coexistence, entre guillemets, finalement. Est-ce que c'est finalement là le mix idéal ? Ah mais ça, je pense qu'il n'y a pas de sujet en fait. La coexistence entre la répartition et la capi, c'est évident. Mais je voudrais revenir sur la fiscalité. Vous dites effectivement que la fiscalité fait tout, elle fait beaucoup, mais elle ne fait pas tout. Et on le voit donc dans le sondage tout à l'heure, en fait, comment les gens préparent leur retraite. Les dispositifs spécifiques d'épargne retraite qui portent ces sujets de fiscalité avantageuse ne sont pas majoritaires en fait. Donc les gens font à tort des placements sur leur livret A probablement, un peu sur l'assurance vie. Selon les études, c'est entre 20 et 30% des contrats d'assurance vie qui sont destinés à financer la retraite. C'est quand même pas rien. Et après, effectivement, les dispositifs type PER, plan d'épargne retraite, donc, dont on fête les 5 ans et quelques jours aujourd'hui, qui ont effectivement été un vrai succès. Donc là, merci au Trésor d'avoir porté ces sujets-là. On est à près de 11 millions de détenteurs de PER. Rapporté à la population active, c'est presque 40% des salariés qui ont un dispositif d'épargne retraite. Parfois sans le savoir, malheureusement. Oui. Et sans faire le plein fiscal non plus. Donc il y a encore de la marge sur ce sujet-là, et je pense qu'on va y arriver. Alors, Ute Meyerner, moi j'ai une question et vous allez pouvoir effectivement réagir et vous allez avoir la capacité de le faire, mais je vais vous mettre ma question dans le package, ça vous ferez tout en même temps. Il y a 3 chiffres qui ont été donnés en tout début de matinée par Gaël Sliman, c'est 64% de Français qui ont déjà mis en place quelque chose effectivement pour financer leur retraite, c'est ces 255 € de moyenne mensuelle d'épargne retraite qui sont en considérable augmentation si on regarde les dernières années, plus de 50 € depuis 2018. Et puis surtout, c'est 43%
on le disait en début de matinée, de non-retraités qui sont plutôt favorables effectivement à un peu de capitalisation, voire un peu beaucoup d'ailleurs. Pourtant, quand on regarde, on revient 18 mois en arrière, les syndicats n'étaient pas très favorables effectivement à transitionner ou ajouter une petite dose de capitalisation dans l'épargne retraite. Est-ce que là, vous avez le sentiment que le vent est en train de tourner, que le discours va peut-être un peu changer? Et puis vous allez pouvoir aussi répondre, évidemment, en même temps à Jean-Hervé et Dorothée. C'est difficile de savoir si vraiment le vent a tourné. Je crois qu'il faut attendre vraiment les consultations pour ça. Ceci étant, oui, je voulais réagir par rapport à Dorothée, notamment. Je pense que ce n'est pas ni l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Et après, c'est quelle proportion? Et pour l'instant, je pense que les sondages ont également montré que la plupart des gens sont plutôt pour une retraite par répartition en grande majorité. Après, le fait qu'effectivement, on nous a quand même dit suffisamment longtemps que la retraite, ça n'allait plus être ce que c'était avant. Je pense qu'il y a en ce moment, le niveau de vie des retraités est quasiment identique à ceux des actifs, ce qui est d'ailleurs, effectivement, je partage les avis, c'est un peu étonnant. Ça va baisser à 83%, c'est à 98,7% je crois en ce moment. Donc là, il y a une petite variable d'ajustement, mais il est clair que la retraite par capitalisation ne peut rester qu'un ajout. Et surtout après, c'est pour qui? Parce qu'effectivement, les sondages l'ont montré aussi, ce sont, disons, le taux de remplacement pour les cadres est environ entre 59 et 62%. Et c'est nettement inférieur à ceux des catégories les plus pauvres. Donc, il faut s'assurer à ce que les gens les moins avantagés aient un taux de remplacement le plus élevé possible. Et j'ai l'impression que c'est le cas, d'après le corps, en tout cas après tous les chiffres du corps qu'on a regardés. En revanche, pour ceux qui peuvent se le permettre, ils peuvent mettre de côté au moins 225 € par mois. Donc c'est plutôt ces catégories-là qu'il faut viser. Ensuite, il faut dire que c'est aussi plutôt dans les grandes entreprises où on a finalement 3 PER. On a l'ex 83 qui est obligatoire, et on a le PERCO maintenant qui est donc collectif, et puis la retraite individuelle qu'on peut avoir si on veut. Et là, on peut dire aussi, a priori, c'est probablement plus simple pour ceux qui n'ont pas envie de se former extensivement à la finance, ce que je comprends très bien. C'est que les plans d'entreprise collectifs sont a priori plus sûrs. Ceci étant, quand on parle de potentielle faillite d'un employeur, ce ne sera pas dû à la faillite de l'employeur que le plan d'épargne est englouti en France, en tout cas. Cependant, si l'employeur est une banque, on a vu que pendant la crise bancaire 2007-2008, les plans d'épargne des banques, ceux qui ont investi donc dans leurs actions propres, ils étaient un tout petit peu embêtés pendant quelques années. Ça s'est rattrapé depuis, mais bon. Donc c'est un risque qui est assez minime, qui n'existe quasiment pas en fait. Guillaume Meyer, un petit mot de réaction rapide et ensuite on passe à la suite. Promis, très vite, justement sur la place de l'entreprise et des syndicats. Et on y Donc, viendra. je suis très content d'être à côté de Wouter sur ce sujet-là. Donc, il y a quand même une certaine ambiguïté en fait, au niveau des syndicats, en fait, dans la posture officielle qui est contre la capitalisation, parce qu'il faut absolument préserver la répartition, et le terrain, dans la vraie vie, quand on va, comme moi, quand je vais chez mes clients, Le pragmatisme du terrain. ils sont effectivement très pragmatiques. Et il y a quelque chose dont on oublie souvent, c'est qu'on dit effectivement qu'il n'y a que les hauts salaires, les riches qui peuvent se financer une retraite par capitalisation. C'est avec l'entreprise qu'on arrive à atteindre effectivement tout le monde, y compris les petits salaires, avec des régimes effectivement employeurs, PERCO, PER obligatoire là-dessus. Et ça, effectivement, les syndicats l'ont bien compris dans les entreprises et pas sur les plateaux télé à 20h, malheureusement. Et on reviendra sur le rôle de l'entreprise effectivement dans un instant, parce que ça fait effectivement aussi partie des discussions, des débats quand on parle de retraite par capitalisation. Pour avancer un peu plus rapidement, Dorothée Rouzet puis Jean-Hervé Lorenzi sur le sujet effectivement, on a commencé à l'évoquer, de la gestion finalement de ce modèle et notamment ces fameux fonds de pension. Alors on met des très gros guillemets à fonds de pension parce qu'effectivement on se rend compte qu'il y a plusieurs manières de voir un peu les choses. Justement peut-être d'ailleurs pour démarrer Dorothée, pourquoi ce terme finalement parfois inquiète un peu, fait un peu peur, et est-ce que finalement on a aujourd'hui un modèle unique de fonds de pension quand on voit les écoles américaines, de l'Europe du Nord, etc. Est-ce qu'on a effectivement peut-être un fonds de pension à la française à imaginer, ou une école française en la matière?
Oui, alors je vais prendre juste 30 secondes pour réagir aux réactions, mais ça fera le lien. Je pense qu'on est globalement d'accord sur le fait qu'au fond, Oui. on a une coexistence des deux systèmes. La question, on ira de c'est plus en plus vers ce sujet. juste pour réagir à une chose que disait Jean-Hervé, oui, je suis d'accord que quelque part, si on donne un avantage fiscal suffisant, on aura toujours le rendement. Je dirais, du point de vue du Trésor, ça ne vous surprendra pas. Un avantage fiscal, c'est pas gratuit. Donc la question est au fond, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cet argent public ? L'avantage fiscal sur le PER, il n'est pas compté dans les chiffres du régime des retraites, mais au fond, c'est quelque part une subvention publique à l'épargne retraite. Quel objectif ? Et ça fait le lien avec les fonds de pension. C'est l'objectif. Encourager l'épargne longue pour soutenir le niveau de vie des retraités. Ensuite, c'est aussi un objectif d'allocation de l'épargne au niveau national, parce que, et c'est là aussi qu'on est très différent des États-Unis, et quand on pense fonds de pension à l'américaine, on est très loin de ce que serait de toute façon un système avec un peu plus d'épargne retraite à la française, tout simplement parce que les préférences sont différentes. Aujourd'hui, sur l'épargne financière, chez les Européens, elle est à peu près la moitié en produits sûrs type livret, compte bancaire et assurance vie. En France, ça monte même à plus de 60% avec notamment les livrets A. Donc, on est très loin de l'allocation de l'épargne financière des Américains qui est beaucoup plus risquée, beaucoup plus en action. Et de toute façon, alors il y a une partie qui vient du système de retraite, il y a une partie qui vient des préférences. Les Français n'ont pas un très fort goût du risque dans leur allocation d'épargne financière. On peut pousser un peu, mais on ne les forcera pas à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Bien sûr. Donc la question, c'est plus comment encourager par ailleurs l'épargne qui est abondante à aller plus vers le financement de l'économie, plus vers le long terme, qui, de toute façon, à long terme, offrira des rendements supérieurs à ceux de l'épargne sûre, un peu par définition, mais qui va un petit peu contre les préférences spontanées, notamment parce que tout le monde n'a effectivement pas des connaissances poussées en finance. Et là-dessus, les PER sont quand même un début de succès, c'est-à-dire en termes d'introduire de la gestion pilotée, d'introduire un peu plus de doses de risque. Il y a d'introduire de l'épargne de long terme parce qu'elle est bloquée et que ça permet d'investir un peu plus à long terme et d'essayer que ça s'investisse un peu plus dans l'économie. Financement de l'économie, vous donnez souvent l'exemple des Pays-Bas, notamment. Oui. Mais bon, les Pays-Bas, les fonds de pension sont plus gros aussi que ce qu'on peut... qui financent le logement social. Et donc, la dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est aussi il y a des initiatives pour renforcer ça, notamment dans la loi industrie verte de l'année dernière, avec l'objectif d'introduire davantage d'actifs réels, de financement de l'économie productive, je dirais, y compris dans les PER et les assurances vie, avec une part de non-coté un peu plus importante. Alors avec différents profils de risque, avec différents profils en fonction simplement de l'horizon d'investissement. Si vous êtes plus près de la retraite, évidemment, il faut moins d'actifs risqués. Si vous êtes à 30 ans de la retraite, vous pouvez avoir beaucoup de non-cotés. Enfin, mais je pense que c'est aussi un objectif, en plus de simplement épargner pour sa propre retraite, il y a un objectif un peu plus macro qui est que l'épargne financière des Européens et des Français en particulier aille vers le financement des entreprises européennes et ça fait plus de rendement à long terme au passage. Jean-Hervé Lorenzi, dernière réponse que vous devrez malheureusement nous quitter ensuite. Un événement douloureux. Juste que ces paroles de Dorothée sont douces à mon oreille. C'est le sujet macroéconomique majeur de notre pays qu'essaie de résoudre tout gouvernement qui arrive, c'est comment je vais transformer l'assurance vie pour pouvoir en faire un véritable instrument de financement de l'économie. Tout le monde sait que notre pays, et là on n'est pas tout à fait comme les autres pays européens, un vrai problème de financement. Là aussi c'est comme toujours l'idée que c'est pas le risque, c'est pas qu'il n'y a pas que le risque, on finance pas l'industrie, on finance pas, enfin bon, c'est quand même, c'est le problème majeur de macroéconomie français, c'est qu'on ne sait pas utiliser l'épargne importante, et d'ailleurs, pas tellement plus non plus les résultats des entreprises quand ils sont très importants, parce que c'est un sujet, on parle toujours de l'épargne des personnes, mais il y a aussi les résultats des entreprises, et c'est vrai que quand je vois qu'on rachète beaucoup d'actions, je me dis, c'est pas forcément top pour l'économie. Et tout le monde sait qu'à 50 millions, à partir de 50 millions de valeur d'achat, une entreprise, elle se vend aux États-Unis, en Chine ou en Allemagne. Point. Donc on a un problème qui est majeur, très difficile à résoudre. Et au fond, vous m'avez donné l'argument clé, au-delà du sujet d'arriver à faire coexister le système et de la solidarité et des visions plus individualistes, personnelles, c'est surtout
le fait que le comportement d'un gérant de fonds qui a 25 ans devant lui, c'est pas du tout le même que celui qui a, mettons, 4-5 ans. Donc c'est vital. Je pense que tout ce qui a été tenté sur l'assurance vie, malheureusement pour moi, j'ai assisté à pas mal, de changements de gouvernement et de tentatives de faire évoluer l'assurance vie en disant on va la faire durer plus longtemps, on va faire ceci. Enfin, on a inventé des produits divers et variés, et toujours s'assurer que dans ce cadre-là, on va leur faire prendre un peu plus de risques. Puis pour une première, je veux dire, évidemment, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Si on a plusieurs décennies ou 2 décennies en moyenne j'allais dire, de capacité de prendre de la part du fonds des investissements qui vont en réalité se développer dans 5 ou 10 ans, c'est clair que ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être soumis aux contraintes du très court terme, c'est évident. Donc c'est l'argument majeur, et qui est, et pour lequel il faut... Alors, à mon avis, on va pas moi, je ne le verrai pas. Je ne verrai pas le changement des choses. C'est trop compliqué pour les Français ne veulent pas. Quand on a imaginé à un instant que des régimes ou des produits pouvaient être sortis en rente ou en capital, je me souviens d'une réunion, tout le monde a hurlé en disant « Ok, capital, c'est horrible, jamais ». Donc on est sur un dispositif où la psychologie française, elle est ce qu'elle est, il ne faut pas la changer. Je pense que l'avancée d'une manière ou d'une autre de dispositifs qu'on ne va pas appeler fonds de pension, mais qu'on va appeler épargne-retraite, c'est quand même pour l'économie française qui a un petit problème de productivité, comme vous l'avez vous-même indiqué, avec la prudence du Trésor, et à mon avis dont on n'est pas sorti aujourd'hui, c'est quand même le seul moyen de redonner vie à de relancer la croissance dans le pays. Merci beaucoup Jean-Hervé, vous devez malheureusement nous quitter. On l'applaudit, on le remercie d'être effectivement venu échanger avec nous ce matin, et cela ne va pas bien sûr nous empêcher de continuer nos échanges. Peut-être Guillaume Meillard pour rebondir ce que vient de dire un instant par Dorothée puis par Jean-Hervé. On parlait de psychologie, il y a le sujet effectivement plus largement de l'acceptabilité des opinions publiques, notamment dans la logique de sécurisation. Vous donniez l'exemple de la veuve d'Atlanta tout à l'heure et de cet imaginaire collectif autour de ça. Est-ce que effectivement dans la capacité de solution que vous avez aujourd'hui à proposer, de réflexion, d'approche que vous avez, le sujet de la sécurisation de l'épargne retraite, on va désormais adopter cette notion, ça nous va bien. Effectivement, la sécurité est un sujet clé pour le développement de cette forme de rente. Alors, je vais mettre 2 réponses à la question, peut-être. Allez-y. Donc, la première, c'est la sécurité. Effectivement, les plans d'épargne retraite qui ont été repensés il y a 5 ans ont complètement repensé ce sujet-là avec, comme le disait Dorothée, oui, en fait, des grilles de gestion pilotées qui désensibilisent dans le risque. Donc, il n'y a plus de sujet à condition qu'on arrive effectivement à avoir la bonne pédagogie auprès du bénéficiaire final de ces dispositifs. Et je voulais réagir un peu à ce que disait Jean-Hervé tout à l'heure entre la rente et le capital. Les Français détestent la rente parce qu'effectivement, ils imaginent toujours que quand ils partiront à la retraite, ils vont mourir dans les 5 ans qui viennent et que l'assureur va s'engraisser avec tout le capital qui aurait été accumulé sur une vie entière. Alors que c'est peut-être plus intéressant. Alors que c'est beaucoup plus intéressant. Mais le succès des PER, en fait, aujourd'hui, repose surtout aussi, en particulier, sur la fin de l'effet tunnel avec la possibilité de sortir en capital. Ce qui correspond effectivement aux besoins. Mais je ne sais pas dans quelle mesure on ne fait pas... on devrait plutôt faire le bien contre les assurés, contre ceux qui placent. La rente, il n'y a que la rente qui va financer la dépendance, les sujets d'EHPAD, de maisons de retraite à 90 ans, 95 ans. Ce n'est pas le capital. Je relisais ce week-end une étude que j'ai trouvée au Canada il y a 7-8 ans. Lorsque les fonds de pension partent en capital, au bout de 8 ans, le capital est consommé. Donc, parce qu'effectivement, on aura acheté une voiture, on sera parti en vacances, on aura toujours donné de l'argent aux enfants et aux petits-enfants. Ça, c'est donc à 70 ans, 71 ans, ça dépend de l'âge de la Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Terminé. Alors qu'une rente, en fait, elle est viagère. Et donc, effectivement, il y a tout un sujet d'accompagnement à voir sur ces sujets-là. La rente, pour moi, n'est pas morte. Et il faut la porter fortement. Ute Meyerberg, une réaction là-dessus ?
Oui, oui, en effet, en fait. C'est vrai que quand on écoute les salariés, ils disent oui, ben, de toute façon, avec les 35 000 euros que j'ai dans mon compte capital, donc ça ne va pas me donner beaucoup, donc il vaut mieux que je puisse sortir en rente. Et donc en France, on a fait ce système-là. Je crois qu'en Allemagne, il y a l'effet inverse en ce moment avec la Riester-Rente, où on peut sortir qu'en rente et les gens ne sont pas très contents. Donc ils essayent de trouver des moyens également en pouvoir investir dans les actions, ce que nous aussi on a avec la gestion pilotée, qui est quand même, c'est pas mal quand on est quasiment, enfin incité, voire on n'a même pas besoin de faire attention, parce que la partie en action sera baissée quand on avance en âge. Donc ça, c'est quand même, je pense qu'on est quand même assez avancé par rapport au peu qu'on a de retraite par capitalisation, si j'utilise le mot. Les mesures mises en place sont assez bonnes, parce que qu'est-ce qu'il y a ? Il y a fiscalité. Bon, il faut dire, il y a une incitation. D'un autre côté, c'est assez complexe. Nous, on nous pose parfois des questions. On n'est pas vraiment conseiller fiscal en étant syndicaliste, mais on nous pose la question, est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse dans le PER, et qu'est-ce que ça me rapporte après par rapport à l'imposition de la retraite? Donc ça, c'est un peu compliqué à améliorer. Ensuite, par rapport au risque, je pense que là, on est plutôt bien, parce que, d'une part, c'est porté, enfin, les décisions sont plus ou moins quand même portées par les sociétés qui proposent des fonds, dans lesquels on peut investir, et puis c'est contrôlé par le superviseur. On n'a pas de problème majeur de faillite comme ça. Et ensuite, on a aussi accès aux informations. Et je crois que Brigitte en a parlé tout à l'heure, c'est quand on est en train de liquider sa retraite, il y a le point info retraite qui maintenant centralise vraiment toutes les informations de toutes les retraites qu'on peut avoir eues pendant toute sa vie professionnelle. Et donc, il peut y en avoir beaucoup. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est primordial. Alors, on va s'intéresser dans quelques secondes, effectivement, à notre dernier échange autour du niveau, à quel niveau ça se joue, effectivement, le rôle de l'entreprise et des partenaires sociaux aussi en la matière. Peut-être avec Dorothée Rouzet pour conclure très rapidement sur cet enjeu de la sécurité, parce qu'effectivement, on l'a évoqué, mais avec le développement de cette coexistence de plus en plus probable et importante, effectivement, d'une part de capitalisation dans ces revenus à la retraite, est-ce qu'effectivement, le sujet de la sécurisation de notre épargne va être d'une certaine manière un peu l'enjeu majeur des prochaines années? Est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui de garantir aux épargnants qu'ils seront protégés, qu'ils pourront se prémunir contre tous les soubresauts de l'économie? Je pense qu'en fait, il existe différents produits d'épargne pour une raison. C'est-à-dire qu'on garantit parfaitement sur vos livrets A pour une somme limitée, etc. Pour l'épargne retraite, c'est pas le même enjeu. Je sais qu'il y a des questions sur une garantie en capital, mais c'est pas... Pour moi, ce n'est pas le même enjeu, parce que en fait, si vous commencez à épargner quand vous rentrez sur le marché du travail pour une petite tranche, la question de la garantie en capital, ce n'est pas la question sur les 40 prochaines années. Oui, vous aurez des... oui. Alors, psychologiquement, c'est parfois difficile. Si on consulte, de voir qu'au-delà des soubresauts j'ai envie de dire court terme, mais ça peut être sur 5 ans, etc., au fond, il faudrait presque, quelque part, ce que vous diraient les économistes, c'est si vous investissez pour votre retraite, quand ce que vous investissez à 25 ans, vous commencez à le regarder combien il y a sur votre compte quand vous en avez 55. J'exagère un petit peu, mais je dirais sur le long terme, ça va monter, parce que ça va monter avec l'économie, ça va monter avec la production. Et la question de la sécurisation sur le long terme, elle est pas si pertinent. Je ne vois pas vraiment de raison de garantir le capital d'épargne retraite ou d'une garantie publique par rapport à d'autres produits. Et ensuite, la question, le moment où le risque devient plus critique, c'est-à-dire quand vous commencez à être à 10 ans, à 5 ans, à 2 ans de la retraite, c'est là que la gestion pilotée par Horizon en fait, intervient. C'est-à-dire que dans l'allocation d'actifs, normalement, de toute façon, c'est de plus en plus sûr au fur et à mesure que vous vous approchez de votre retraite. Mais là, c'est plutôt une question pour les gestionnaires de fonds que pour l'État. Alors, on va terminer peut-être nos échanges, effectivement, et dans la prolongation d'ailleurs de ce que vous évoquiez, notamment cette capacité dès 25 ans ou dès 30 ans, effectivement, de pouvoir mettre un petit peu à gauche tous les mois pour préparer sa retraite, et la question de à quel niveau, d'une certaine manière, ça doit se jouer. Vous le disiez tout à l'heure, Ute Meijenberg, il y a cette nécessité d'informer davantage, de sensibiliser davantage, et l'entreprise, naturellement, a un rôle important autour de cela. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'abord un sujet
d'accès à ce système de justice, d'égalité, quid des petits salaires, notamment, qui n'ont pas la capacité, on le voyait tout dans le baromètre ce matin, 28% des répondants mettent moins de 100 € de côté par mois sur le sujet de la retraite. Et on imagine que si on détaille encore dans la proportion, c'est bien moindre. Comment est-ce que les partenaires sociaux s'emparent, et notamment la CFDT principalement, s'emparent de ce sujet, de cette réflexion? C'est quoi la vision là-dessus? C'est le partage de la valeur. Le partage de la valeur, très très clairement, implique également les petites entreprises à partir de 11 salariés. Donc ça veut dire que vraiment la proportion de personnes couvertes est de plus en plus forte. Ensuite, il y a aussi... Il y a à la fois l'action des petits salaires et l'action des petites entreprises qui n'ont effectivement pas forcément la capacité de le faire. Oui. Disons d'abord l'action sur les petites entreprises. Oui. Ensuite, il y a les possibilités d'abondement qui sont quand même conséquentes à la fois pour les plans d'épargne d'entreprise et pour les plans d'épargne retraite dans les entreprises. Mais là, je crains que ce soit quand même plutôt les grandes entreprises qui vont abonder en plus de faire un partage des bénéfices. Ensuite, peut-être quelque chose qui n'est pas complètement dans votre question, mais en tant que syndicat, on regarde aussi que l'épargne soit investie sur des projets socialement et écologiquement viables. C'est-à-dire, on a créé nous-mêmes un label, bien avant les labels de l'État, qui est le Comité intersyndical d'épargne salariale, qui regarde donc pour l'investissement dans l'ESR, qui a aussi une certaine justice par rapport au changement climatique. Et ensuite, évidemment, il ne faut pas oublier la question des salaires. Donc, le partage de la valeur ne peut pas se substituer et on ne peut pas accepter qu'on smicarise une très grande partie de la population. Je crois que là, je rejoins Barnier. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde, en tout cas, par rapport à la justice sociale. Guillaume Meyer, peut-être pour compléter sur ce sujet, vous allez proposer bien évidemment à l'avenir de plus en plus de produits d'épargne retraite collective et de s'adresser à cette question-là. C'est quoi votre enjeu? Est-ce que votre défi justement, c'est d'être en capacité finalement de s'adresser à toutes les entreprises et de pouvoir s'adresser à tous les épargnants? Alors, c'est plus que Guillaume Meyer qui réagit, c'est les Français. En fait, on l'a vu dans le sondage de Gaël Silman tout à l'heure, 80% des salariés sont en attente d'informations et 75%, donc 3 sur 4, d'une participation financière. Donc avant les produits, c'est même déjà sensibilisé et informé. Exactement. Et puis derrière, quand on compare en fait, les taux d'équipement, donc ce que disait Outeux derrière, les grandes entreprises sont globalement équipées, surtout en épargne salariale, un peu moins en retraite, et dès qu'on descend à moins de 100, moins de 50 salariés, il n'y a plus grand-chose. Et il y a pas mal de choses qui se font, donc la loi partage de la valeur, effectivement, qui vise justement à démocratiser un peu ces dispositifs sur la TPE-PME. On a un rapport d'information d'une mission parlementaire de la Commission des finances qui est sorti il y a une dizaine de jours, qui préconise là aussi en fait, d'aller un tout petit peu plus loin sur des avantages fiscaux en particulier. Les avantages fiscaux, en fait, je rebondis sur ce que disait Dorothée, c'est pas un cadeau, c'est uniquement un différé fiscal en fait. Ce qui est avantageux à l'entrée sera refiscalisé plus tard. Et dans ce rapport, effectivement, il y a quelques points d'opportunités qui sont en train d'être revus. Donc pour revenir sur l'entreprise, je pense qu'on est sur le bon momentum en fait pour répondre, pour que les besoins aient une réponse derrière là-dessus. Et après, sur les partenaires sociaux, je reviens derrière parce que pour moi, ça me tient beaucoup à cœur sur les petits salaires. Il n'y a que l'entreprise qui permettra effectivement aux petits salaires de financer. L'ouvrier qui gagne 1 800 € par mois, il ne va pas aller voir son banquier ou son assureur le samedi matin pour ouvrir un plan d'épargne retraite individuel. S'il a un PERCOL ou s'il a un plan obligatoire, il a effectivement une retraite qui est préparée. Il faut juste faire attention, je pense, aux fausses promesses, avec des cotisations qui sont très faibles sur des petits salaires. Au mieux, ça donnera un petit capital, mais pas un véritable revenu. Donc il faut faire très attention à ça, mais là, les partenaires sociaux sont assez vigilants pour ça.